Est-ce que les gouvernements successifs de Macron ont été des gouvernements économiquement libéraux? Pas du tout. Du tout. On a cet article de Marianne qui fait le bilan des années Bruno, donc les années de Bruno Le Maire qui a été ministre de l'économie depuis 2017, je crois. Je crois que Bruno Le Maire, c'est le ministre qui a le plus survécu aux différents remaniements. Bruno Le Maire, donc, il a permis quand même pas mal de choses. Hein, vraiment, tout a augmenté, la dette, le déficit, l'intervention de l'État, les aides aux entreprises, tout ça. En fait, quand tu es libéral, tu es contre le fait d'avoir un État qui intervient beaucoup dans l'économie. Parce que quand tu es libéral, tu estimes que les choses se régulent naturellement dans un marché entre les acheteurs et les producteurs et les différents acteurs économiques, en gros tous ceux qui participent à l'économie, y compris toi. En tant que consommateur, tu es considéré agent économique, tu fais partie de l'économie, tu y participes. L'action que tu vas mener avec tes décisions pour acheter, tes achats, tes consommations, des trucs que tu vas vendre, les libéraux pensent que si chacun cherche son propre intérêt, en fait, il y a l'espèce, j'aime pas utiliser le mot main visible parce qu'on lui attribue beaucoup de choses que Adam Smith, l'économiste qui a mis en avant cette idée, n'a jamais dites, mais c'est un peu cette idée sur laquelle l'économie se régule toute seule et qu'on n'a pas besoin d'un État, et au contraire, quand l'État intervient pour réguler l'économie, en fait, ça fausse absolument tout. Ça fausse les signaux, ça biaise tout, et en fait, ça conduit à ce qu'il n'y ait pas de concurrence. Si on veut une vraie concurrence qui permette de faire émerger les meilleurs prix possibles autant pour les vendeurs que pour les acheteurs, c'est la logique libérale, il faut très peu, voire aucune intervention de l'État dans l'économie. Ça, c'est le libéralisme. C'est purement économique. Par contre, Macron n'est pas un libéral. Les gars qu'il a mis en avant pour contrôler l'économie n'ont jamais été des libéraux. Ce sont des néolibéraux. C'est du néolibéralisme. Bruno Le Maire, c'est l'exemple typique du néolibéral. J'ai pas le temps de vous faire tout l'exposé de qu'est-ce que c'est le néolibéralisme. Sachez tout simplement déjà que ce n'est pas simplement économique. Le néolibéralisme touche tous les aspects de ta vie. Mais une des choses qu'il faut retenir par rapport au néolibéralisme, c'est que les néolibéraux considèrent que le libéralisme a échoué et qu'il faut passer à autre chose. Il faut une intervention. En fait, les néolibéraux sont beaucoup plus favorables à l'intervention active, massive de l'État dans l'économie si ça permet de protéger les entreprises, ce qu'ils appellent le marché, alors qu'en fait, dans les faits, ça se traduit beaucoup plus par des privatisations le déploiement d'une énorme bureaucratie pour garantir certaines règles économiques. Et en fait, du coup, ça donne l'effet inverse. J'ai pas le temps de tout vous détailler ici. On va aller se pencher directement sur cet article, mais sachez que ce n'est pas incohérent. Tout ce qu'on va voir, c'est que tout a augmenté en fait. L'état de l'économie est bien pire, pour des résultats médiocres. Pas médiocres, c'est quasiment des résultats mauvais. L'économie française ne se porte pas bien du tout, malgré toute l'apparence que se donnait Macron. Il réduire les impôts, réduire les dépenses publiques. Pas du tout, il a rien fait de tout ça. On va aller se pencher là-dessus. Donc, sachez que pas besoin d'être économiste, d'avoir un master 24 en économie pour comprendre, je vais tout vous expliquer. Donc, on va commencer cet article. Ministre de l'économie depuis 2017, voilà, donc je ne m'étais pas trompé, Bruno Le Maire vient de tirer sa révérence, pas mécontent de lui à en juger son propre résumé. Cette année utile pour la France, utile, procurer un avantage, dit le Larousse, à l'homme de lettres. Marianne présente 10 chiffres pas très avantageux. Donc merci à Marianne de m'avoir mâché le travail, parce que le bilan économique, je voulais le faire, sauf que ça allait demander beaucoup plus de recherche. Marianne m'a tout résumé en une fiche. En gros, Marianne m'a donné une fiche, merci beaucoup à vous. Alors, déjà, on a une des variables les plus importantes. 904 milliards de dettes en plus. On va dire ça, une ardoise devenue lourde comme une enclume, il partit avec 2550 milliards de dettes en 2017, mais par un gros orage économique, il se retrouva avec 3200 milliards en arrivant au port. Alors évidemment, impossible après les crises sanitaires et énergétiques de sortir indemne. Pause. Déjà, la dette, c'est pas nécessairement mal. Tous les États sont endettés. Il me semble que le Japon fait partie des États les plus endettés, c'est entre 180% et 200% par rapport au PIB, donc le produit intérieur brut, ce qui est créé en une année en termes de richesse dans un pays. On va voir ça aussi pour la France après. La dette, c'est pas nécessairement mauvais, sauf que les États s'endettent, donc déjà les dettes doivent être remboursées, c'est la moindre des choses, mais surtout les dettes doivent être productives et doivent permettre à l'État de faire des choses qui permettent d'activer la croissance, parce que ce qui crée des emplois, c'est la croissance économique. La croissance économique, c'est la différence entre le PIB à une année N et le PIB d'une année N plus 1. C'est en gros
combien est-ce qu'on a produit de richesse en une année et combien on a produit de richesse l'année suivante. Cette différence, quand elle est positive en tout cas, ça s'appelle la croissance. Et c'est la croissance qui permet de créer des emplois. La croissance, même si c'est une variable qui est assez, j'ai pas envie de dire mauvaise, ça reste une plutôt bonne variable pour mesurer l'état d'une économie, sauf que ça ne dit pas tout. Ça ne dit pas tout. Il y a plein de choses qui sont occultées par la croissance du PIB, mais c'est celle qu'on utilise le plus. Parce que croissance économique, ça veut dire que ça crée du travail, ça crée des opportunités d'emploi, ça permet de faire en sorte que les gens ne meurent pas de faim. Voilà. Donc, les crises sanitaires. Donc, crise sanitaire, oui, c'est passé, sauf qu'il parle de crise énergétique. C'était pas une crise énergétique, c'était une augmentation soudaine et définitive du prix de l'énergie pour tous. Une crise, c'est censé être momentané. Sauf que les factures EDF, elles ont fortement augmenté. Est-ce qu'elles vont baisser ? Non. Connaissant EDF, connaissant l'État français, absolument pas, et ne vont pas augmenter. Donc arrêtez, il ne faut pas parler de crise. J'aime pas parler de crise énergétique. Oui, ça a augmenté de façon soudaine, sauf qu'on aurait pu qualifier ça de crise si ça avait redescendu. Or, ce n'est pas le cas. Les prix de l'énergie ont augmenté de façon définitive. Le passif de la France par rapport à la richesse annuelle produite passe de 98% en 2017 à 111% en 2023. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France est endettée à hauteur de 111% de son PIB. Voilà. C'est génial. C'est incroyable. Le passif par rapport à la richesse... la croissance, pardon, pas le PIB, excusez-moi. C'est génial. C'est-à-dire que 111%... La France a produit... Si par exemple, je te dis, la France a produit 100 €, elle en doit 111. C'est absolument génial. Ce ratio reste en revanche stable en Italie ou en Allemagne, baisse aux Pays-Bas et au Portugal, où les aléas de conjoncture sévissaient dans les mêmes proportions selon les calculs du Fonds monétaire international. Voilà. Donc la dette, comme je vous le disais, c'est pas nécessairement mauvais. Sauf que, alors désolé, je vous ai pas affiché l'article, la dette c'est pas nécessairement mauvais, sauf qu'il faut que ça serve à quelque chose. On va le voir par la suite, ça n'a pas servi à grand chose. Désolé si ça arrive, mais j'ai pas fait exprès. Donc 343 milliards qui ne sont pas dus aux crises. Bruno Le Maire peut aussi se défausser sur les chocs sanitaires et énergétiques, loin de là, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ces chercheurs estiment que même en excluant les coûts exceptionnels liés aux crises, les mesures du futur ex-ministre restent responsables de 38% de la hausse de l'endettement depuis 2017. Ces choix pérennes continueront d'alourdir le passif public à l'avenir, s'ils ne sont pas corrigés par son successeur à la tête de Bercy. J'ai très hâte de voir qui va succéder à Bruno Le Maire, parce que quand même, faudra quelqu'un qui sorte pas de nulle part, quand même. Faudra quelqu'un comme Barnier au final, enfin ça serait le plus cohérent avec le profil du nouveau Premier ministre. Alors, déjà, par rapport à ce paragraphe, il faut garder une chose en tête. L'Observatoire français des conjonctures économiques, ce n'est pas du tout un institut financé par l'État, de l'État. C'est pas un institut qui est payé par l'État pour produire de la paperasse et de la recherche économique. Pas du tout. C'est juste un département à Sciences Po Paris. C'est un labo de chercheurs, en fait. C'est un observatoire. En gros, ils produisent des rapports très souvent. Ils collaborent avec France Stratégie, qui est une agence nationale en France qui fixe la stratégie économique, certes, mais ça reste un organisme indépendant qui suit Sciences Po Paris. Donc déjà j'ai jeté un œil, et en fait, il se trouve que c'est quand même, au niveau de leur recherche, économiquement, ils sont plutôt à gauche. Ils ont été favorables aux 35 heures, ils ont été favorables aux 35 heures, ils sont... généralement, les avis qu'ils donnent, c'est des avis qui sont plutôt classés à gauche. Donc, si déjà ils nous parlent de la crise, de la crise de la dette, c'est que ça sort pas de nulle part. Sauf que, ils sont de gauche, ça veut dire qu'ils n'aiment pas Macron, qu'ils n'aiment pas Le Maire, qui est plutôt néolibéral, qui n'est pas du tout une posture de gauche. Donc... ils vont être plus sévères. Faut toujours garder ces choses en tête. Quelqu'un qui lit cet article, ça va faire presque un argument d'autorité sans le faire exprès. Il va se dire, oh mon Dieu, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques et c'est un laboratoire. Ça a autant de valeur qu'un think tank ou alors qu'un groupe d'économistes qui se regroupent entre eux pour dire, on va étudier tes trucs. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, il n'en reste pas moins que oui, pour le coup, il y a des milliards qui ne sont pas du tout dus aux crises. Comme quoi, le libéralisme, etc. Voilà, ça peut... Mais faut... avoir de la prudence quand même. L'économie, ça reste une tribune pour exposer ses opinions politiques. Pour tout camp politique, conservateurs, progressistes, ceux qui sont plus libéraux, néolibéraux aussi, les communistes, les socialistes, les nationaux, enfin, tout parti politique va avoir une école de pensée économique qui va lui correspondre. Parce que les deux sont éminemment corrélés.
Ensuite, le déficit public, de 3,4% à 5,6% de déficit public, c'est incroyable. Le déficit, c'est la différence entre, c'est pas du tout la dette, ça n'a rien à voir avec la dette, le déficit c'est la différence entre ce qui est dépensé, en tout cas s'il est négatif, c'est la différence entre ce qui est dépensé et ce qui est reçu en termes de recettes. Les recettes de l'État, il y en a plein, je vais pas vous les énumérer. Les impôts font partie des recettes de l'État. Les droits de douane aussi, même si les droits de douane, il me semble que c'est plutôt l'Union Européenne qui les perçoit. 3,4%, c'est déjà pas ouf, mais on est passé à 5,6%. Surtout que les traités européens fixent la limite à 3% du déficit public. C'est-à-dire que si tu as un État qui veut rejoindre l'Union Européenne, il a beau cocher toutes les cases. S'il a un déficit qui est supérieur à 3%, il ne peut pas rentrer. Il faut d'abord qu'il corrige son déficit. Et là, la quasi-totalité des États européens, à l'exception de l'Allemagne qui est à 0,1 point, ils ont tous dépassé ce chiffre de déficit. Bien évidemment, c'est après la crise sanitaire. Je lâche pas certains mots parce que ça fait démonétiser la vidéo, oui, jusqu'à aujourd'hui. Alors, les critères de Maastricht, voilà, c'est les traités de Maastricht qui ont fixé à 3% la règle de déficit public. Selon l'INSEE, en 2017, Bruno Le Maire prend, je déteste appeler les gens par leur prénom, on n'a pas gardé les moutons ensemble, Bruno Le Maire prend un budget rouge framboise à 3,4% et le lâche couleur écarlate à 5,6% d'après les estimations de son propre ministère. Donc ministère de l'économie et des finances. La faute aux collectivités locales... Alors oui, là ils disent un truc qui est très bizarre. La faute aux collectivités locales à qui le gouvernement délègue plus de missions, sans doute. La faute aussi à une faible croissance. Mais est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est une vanne que je saisis pas. J'ai l'impression que c'est une ref en fait. J'ai l'impression que c'est une ref à quelque chose et je saisis pas du tout. C'est peut-être... Je sais pas, c'est peut-être dû à un truc que Bruno Le Maire a dit, mais en fait c'est complètement stupide entre 2017 et aujourd'hui de dire que la faute est aux collectivités locales à qui le gouvernement délègue plus de missions, sachant que la dernière fois qu'on a une décentralisation, donc un transfert de pouvoir, de compétences de l'échelon national à l'échelon local, en gros à la place de dire c'est l'État qui va faire ça, on va dire c'est la région, c'est le département, c'est la commune qui va se charger de ça. La dernière fois que ça a eu lieu en France, c'était en 2003. Ne venez surtout pas me parler de la règle des 3D, les fameuses 3 décentralisations, c'était n'importe quoi, ça n'a donné lieu à rien. Ça n'a pas donné lieu à des transferts de compétences réels qui permettraient de justifier un tel déficit. Donc c'est très bizarre. Marianne, c'est vraiment très bizarre. Je comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. Au mieux, c'est faux. Enfin, au mieux, c'est une rêve que je comprends pas. Au pire, c'est complètement faux. C'est anachronique. La faute aussi à une faible croissance tout au long de son ère et à une volonté de ne pas augmenter franchement les impôts des plus riches. Là pour le coup c'est complètement vrai, j'ai rien à rajouter. Très faible croissance, pas d'augmenter les impôts plus riches, mais franchement cette idée selon laquelle quand tu augmentes les impôts aux plus riches, ils se barrent, c'est faux. c'est faux, il n'y a rien qui permette de le justifier en fait. Surtout pour l'immobilier. Bref, je prends l'immobilier alors que l'immobilier généralement... Ce sont l'immobilier évolue plus ou moins indépendamment des choix politiques. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu pour provoquer des crises, si vous voyez ce que je veux dire. 592 milliards de déficits commerciaux, donc un déficit commercial, c'est en gros la différence entre, en termes monétaires, en termes d'argent, entre ce qui est importé et ce qui est exporté. Là, en gros, 592 milliards de déficits commerciaux, ça veut dire que la France importe 592 milliards de plus que ce qu'elle exporte. La balance commerciale penche du mauvais côté depuis 2003. À cette époque, Bruno Le Maire conseillait M. de Villepin au Quai d'Orsay. Difficile donc de lui mettre sur le dos la baisse des exportations françaises ou la hausse des importations. Mais les trous commerciaux s'élargissent pendant son bail à Bercy. Presque tout se dégrade. La facture énergétique augmente évidemment, mais les déficits dans le secteur des équipements électriques explosent. Et les excédents dans l'agroalimentaire ou les matériels de transport s'amenuisent. Pas grand chose à rajouter, je pense que c'est assez facile à comprendre. Il n'y a pas grand chose de difficile au niveau économique à comprendre. La baisse des exportations françaises, la hausse des importations, les trous commerciaux qui s'élargissent, presque tous, la facture énergétique augmente. Oui, bon, la France reste quand même excédentaire en termes énergétiques. Mais les déficits dans le secteur des équipements électriques explosent et les excédents de l'agroalimentaire ou les matériels de transport s'amenuisent. Oui, là pour le coup, c'est vrai. Bon, la France ne produit pas grand-chose, c'est pas un scoop. 223 milliards d'aides aux entreprises. Bruno et ses percepteurs peuvent avoir la main lourde sur les profits des entreprises, mais ils savent aussi se montrer très généreux quand il s'agit de distribuer quelques subsides. Sur la foi d'un rapport de France Stratégie, les aides distribuées par l'État au travers de 600 dispositifs iraient de 139 à 223 milliards pour l'année 2019.
qui est la dernière donnée disponible. Le ministre démissionnaire peut bien demander 2 milliards d'économies aux collectivités locales. Un tel tour de vis représente 1% des aides versées aux entreprises. Voilà. Donc, énormément d'aides aux entreprises. Le problème, c'est que il y a des entreprises qui n'ont pas besoin d'aide, elles ont quand même reçu de la thune. Et surtout, quand tu es un petit business, donc s'il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce que la crise sanitaire, ça a été le moment dans l'histoire où on a eu le plus gros transfert de richesse, c'est-à-dire que les très riches se sont beaucoup enrichis et les autres se sont beaucoup appauvris. Pas uniquement les pauvres, même les classes moyennes. La classe moyenne, c'est un mythe auquel je ne crois plus malheureusement aujourd'hui. Donc, on a eu ce gros transfert pour plein de raisons, mais surtout en fait c'est les aides aux entreprises et le fait que l'État ait gardé sous perfusion certaines entreprises. Le problème c'est que c'est pas équitable du tout, et là c'est là où Hayek a raison sur le fait d'essayer de planifier plein de choses, c'est que l'État ne sait pas du tout comment planifier l'économie. On prend des petites entreprises qui sont l'écrasante majorité des entreprises en France. Pour proportionnellement la même somme d'argent par rapport à une grosse entreprise, la grosse entreprise elle va beaucoup mieux s'en sortir, parce que les petites entreprises elles survivent beaucoup moins. Je rappelle qu'en général les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, c'est qu'ils vont lancer leur boîte, généralement ils foirent. L'entrepreneuriat c'est extrêmement risqué, et c'est la règle, c'est que tu foires au début, ensuite tu fondes tes petites entreprises jusqu'au moment où tu finis par, à moins d'avoir un coup de chance, ou alors à moins d'être très bon, d'avoir une très bonne idée d'innovation, mais généralement tu te foires. Les petites entreprises ne survivent pas à taux égal. Enfin, on va dire si on les traite de façon égale en termes d'argent. Donc, ça a été un gros problème. Si dans ta ville, tu as l'impression que d'un coup, il y a beaucoup plus de KFC, de McDo, de Starbucks, de grosses chaînes, même des chaînes nationales, c'est pas une impression, c'est complètement vrai. Les petits business, les petits business en fait se sont complètement effondrés pendant la crise sanitaire. Ça a été entièrement la faute de l'État, qui maintenant je peux le dire, maintenant il y a prescription. Il n'y avait aucune raison valable de faire les confinements, aucune. Donc on a eu les aides aux entreprises, plus 2,3 millions de ménages précaires ou sur le point de l'être. Donc en gros ils disent que 57% des Français avant ils estimaient être sur le point de tomber dans la pauvreté, contre 62% aujourd'hui, ce qui fait une précarité qui augmente pour 2,3 millions de ménages. Alors une telle enquête c'est quand même... J'ai beaucoup de mal avec ça, parce que ça... Qu'est-ce que ça vaut? C'est de la perception. C'est de la perception. Je suis pas en train de dire qu'ils ont tort. Je suis en train de dire qu'au contraire, peut-être qu'il y en a beaucoup plus que ça. Parce que ou alors il y a même peut-être des gens qui vont pas oser dire oui, je suis sur le point d'entrer dans la pauvreté, parce que ils ont beaucoup de fierté. Ça, honnêtement, les gens, surtout les gens qui ont le moins de revenus, ils ont beaucoup de fierté. Ils vont pas admettre comme ça. Oui, en fait, je suis sur le point de devenir pauvre. Non. Donc je sais pas ce que ça vaut. Pour moi, c'est quand même un peu plus. Si t'as pas remarqué à quel point tu t'es relativement appauvri, c'est que soit c'est pas toi qui fais les courses, soit t'es aveugle et tu regardes même pas les prix. Ou alors t'es comme moi, c'est que tu prends toujours tout ce qui est premier prix sans poser de questions. Parce que de toute façon t'as pas le choix. Donc 2,3 millions de ménages en plus. Entre temps, la richesse produite par tête a augmenté compte tenu de l'inflation de 4%. Oui, sauf que ça, la richesse produite par tête, compte tenu de l'inflation de 4%, je sais pas trop ce que ça vaut quand même. Enfin, dans un tel contexte, je me dis bon, peut-être c'est naturel, mais comparé à d'autres variables... Alors, 67 milliards d'euros de baisse d'impôts. Depuis 2017, le ministre sortant a amputé les recettes publiques de 67 milliards par an. Sans compter la baisse temporaire de taxes sur l'électricité, cette cagnotte fiscale a profité à peu près autant aux ménages, 36 milliards de ponctions en moins, qu'aux entreprises. D'accord? Donc bon, on paye 100 euros de moins. Cool. Bien. Si le reste, on a toutes les semaines, on a 50 euros de plus de courses. Donc c'est pas incroyable. Pour les baisses d'impôts, alors l'impôt, pareil, c'est pas nécessairement mauvais. Franchement, il y a certains États qui sont comptés parmi les États qu'on considère les plus libéraux, qui permettent le plus de liberté économique, et pourtant c'est c'est des États avec une fiscalité particulièrement élevée. Je pense par exemple au Danemark. Les États scandinaves en général, les États scandinaves, ils ont des avantages. La Norvège, ils ont des hydrocarbures. Le reste, ils ont très peu de population. Donc c'est facile, c'est très facile.
Donc pour les baisses d'impôts, on est bon. Ensuite, moins 0,5% de salaire réel. Là, ça va être plus intéressant. Dans le secteur privé, le pouvoir d'achat... Désolé, je vous ai pas encore montré l'article. Dans le secteur privé, le pouvoir d'achat du salaire moyen a baissé de 0,5% entre 2017 et 2023, selon les chiffres de l'INSEE. Après avoir progressé pendant le premier quinquennat Macron, le niveau réel des rémunérations a plongé depuis 2022, puisque les revalorisations sont loin d'avoir suivi l'inflation. 0 moins 0 égale presque la tête à Bruno. C'est extrêmement rigolo. Donc, moins 0,5% de salaire réel. Le salaire réel, c'est le salaire qui est ajusté selon l'inflation, qui est ajusté selon le pouvoir d'achat. En gros, on s'en fout plus ou moins de combien en euros tu perçois. Ce qui est important, c'est combien est-ce que tu peux acheter. Ça, c'est le salaire réel qui est calculé en général sur la consommation. Il y a des économistes qui utilisent plein de méthodes différentes. Il n'y a pas de consensus, mais les économistes aux États-Unis, croyez-le ou non, ils utilisent le prix du Big Mac. Je rigole pas du tout. Je rigole pas du tout. Ils utilisent vraiment le prix du Big Mac pour calculer le salaire réel. En tout cas, c'est une des mesures qui est des variables qui fait partie des variables les plus intéressantes. Parce que ça permet vraiment d'avoir une idée réelle de ce que c'est que le pouvoir d'achat et comment il évolue. Alors, et ben là, on voit qu'il a baissé. Ça aurait été inquiétant qu'il reste pareil. C'est plus inquiétant qu'il baisse, en fait. Plus 8,3% de revenus pour les 10% les plus riches, ça c'est ce que je vous avais dit. Plus 8%, c'est énorme. Parce que les 10% des revenus les plus riches, c'est gigantesque. Et là, on est en train de nous dire qu'en fait, ils ont augmenté de 8%, mais c'est gigantesque. Donc, sachant qu'on n'a pas tant de richesse en plus qui est produite chaque année. Donc en termes de distribution, ça veut clairement dire que les 8,3%, en fait, tu te les prends dans le fiac. Voilà, pour rester gentil. De 2017 à 2022, les 10% de Français les plus aisés ont vu leur revenu progresser de 8,3%, corrigé dans l'inflation et de la composition des ménages, bien évidemment. Enfin, sinon, ça n'aurait aucun sens. Un rythme bien supérieur à celui connu par les 50% les plus modestes, dont les émoluments ont progressé de 5,2% dans le même temps, selon les données de l'INSEE. Génial. C'est incroyable. C'est là où je vous disais la supercherie néolibérale de Macron. C'est qu'en fait, ça nous fait croire que l'État intervient beaucoup. Il y a des nouvelles mesures, il y a plein de trucs. Et au final, regardez le résultat. Généralement, trop d'intervention de l'État, ça cause encore plus de monopole, encore plus de richesse. Parce que une entreprise, imagine, tu imposes certaines mesures salariales, en fait, c'est qui vont être plus à même. Alors que c'est fait pour augmenter le salaire des gens. C'est fait pour que les gens vivent mieux. Sauf que celles qui seront capables d'absorber ce coût supplémentaire, ça va être les plus grosses entreprises. Les plus petites entreprises, ils n'auront pas de choix que de moins embaucher, de virer des gens ou alors de fermer tout simplement, de faire faillite. Pour les monopoles, c'est à peu près la même logique. Donc, pour la création de monopoles. Donc faut pas se dire que quand l'État fait genre qu'il va, te protéger, qu'il va te permettre des meilleures conditions de vie, faut pas se dire que c'est automatique en fait. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en gros faut toujours se méfier. Quand un État donne l'air d'être altruiste. 19 mois de revenu national sur les comptes les plus nantis. Bon, ça c'est pas très intéressant, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Le pactole apparaît toujours plus imposant en 2022. Le patrimoine des 1% les plus riches était égal au total des émoluments perçus par les Français pendant 19 mois, selon nos calculs basés sur les données du laboratoire sur les inégalités mondiales. 5 ans plus tôt, le capital de ces très fortunés équivalait à seulement 16 mois de notre revenu national. Donc ouais, pas de grande surprise. En gros, tout ce qu'on est en train de nous dire, c'est que les plus riches se sont beaucoup enrichis et les plus pauvres se sont beaucoup appauvris. Plein de raisons à ça. On peut citer le fait que les petits business ont été maintenus sous perfusion et qu'en fait ils ont été obligés de faire faillite, de fermer après que la perfusion s'arrête parce que l'argent illimité n'existe pas. Le fait que les gens sont moins allés faire les courses dans les magasins à côté, ils ont plutôt fait les courses sur internet, favorisant les grandes entreprises. À côté de ça, on a... ce à quoi je peux... Franchement, ça mérite que je fasse une vidéo à part entière. C'est le plus grand transfert de richesse. Il y a plus d'inégalités aujourd'hui de richesse qu'au Moyen-Âge. Bien sûr, c'est des estimations. Quand on vous dit que, par exemple, Jeff Bezos, sa fortune est estimée à 200 milliards de trillions de je sais pas quoi, c'est des estimations. En fait, en termes d'argent liquide, il a beaucoup moins que ça. Mais par contre, tout son patrimoine... Les actions qu'il possède, ses titres financiers, ses entreprises, tous les business qu'il a, on estime en général que c'est 200 milliards de trillions de quintillions de je sais pas quoi. Mais voilà, ça sert à rien d'essayer de relativiser. On est dans une position qui est extrêmement précaire. Si tu as l'impression de perdre du pouvoir d'achat, si tu as l'impression de devoir
reporter certaines consommations, voire même d'annuler certaines consommations, bah, c'est pas une impression, c'est tout à fait juste. C'est une impression qui est vraie. La situation économique est désastreuse et il y a eu beaucoup plus d'intervention de l'État. Là, pour le coup, c'est quand c'est pour vous dire, bon, il y a intervention de l'État. C'est pas nécessairement mauvais, c'est pas nécessairement bien, mais là, vu comment c'est fait, c'est une intervention de l'État. En gros, c'est un État tentaculaire qui est là pour favoriser les plus riches. Aucune autre façon de le dire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je peux vous faire, si le sujet vous intéresse, on peut faire plein d'autres vidéos sur l'économie. Hein. Franchement, là, je suis Infuego. Je peux Infuego, par exemple. Pardon, je sais même pas ce que je suis en train de raconter. C'est la fin de la vidéo. De toute façon, pas grand monde ne regardera cette partie. On se dit à la prochaine fois. Peut-être une vidéo sur la politique ou sur l'économie. Dites-moi ce qui vous intéresserait. D'ici là, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez le temps d'en rire. Ça vaut le coup. Salut.